Bonsoir Anne et merci sur ce topo très intéressant sur le parcours de la patiente. Par contre, Anne, il Euh, faut brancher le micro, hein, sinon ça va être compliqué. Bon, je pense qu'elle m'entend, je vais poser quand Oui, même la oui, question. très bon, c'est Merci. ça. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, première question qui a été posée par nos congressistes. En pratique, à qui doit s'adresser un kinésithérapeute libéral pour échanger sur les soins de support d'une de ses patientes inscrites dans un parcours de soins pour un cancer? Alors, la question est absolument excellente. Elle montre bien qu'effectivement, un parcours sain ne marche que s'il y a un coordinateur et que ce coordinateur est respecté et que l'ensemble des participants au parcours sont dans une équipe et travaillent ensemble et jouent tous ensemble. Donc, il faut aussi un coordinateur identifiable avec un numéro de téléphone identifiable, ce qui est la définition du parcours. Il s'adresse au coordinateur. S'il n'y a pas de coordinateur ou s'il n'y a pas, ou le téléphone sonne dans le vide, ce qui est un net dysfonctionnement dans un parcours, une des bonnes solutions, c'est premièrement, prendre la tâche avec le médecin traitant qui connaît la patiente et connaît ses comorbidités, mais aussi parler avec la patiente parce que c'est intéressant de lui dire racontez-moi votre histoire. Et normalement, en France, depuis 2002, tous les patients devraient avoir leur compte rendu. À partir du moment où ils ont leur compte rendu, c'est beaucoup plus simple, surtout s'ils ont les RCP, mais je sais très bien que personne n'a le compte rendu et que les demander, c'est déjà une épreuve et les recevoir, c'est encore une autre épreuve. Donc, dans un parcours qui marche bien, c'est ou le coordinateur ou l'infirmière de coordination. Dans un parcours qui ne marche pas, et ben c'est comme s'il n'y avait pas de parcours. Et à ce moment-là, on se débrouille avec la patiente ou avec son interlocuteur le plus proche qu'elle va vous définir comme le plus proche. Mais si on veut réentendre la parole du patient, c'est déjà parler avec le patient, racontez-moi votre histoire et dites-moi ce qui se passe. Merci. Merci. Alors, je vais faire une question genrée, hein, je vais prendre la parole d'une femme. J'ai toujours été convaincu de la nécessité d'équipe, mais je me sens de plus en plus seul. En effet, je reçois des patients de plus en plus tardivement et je ne sais pas communiquer avec les prescripteurs. Difficile à joindre au téléphone. Comment faire pour anticiper leur prise en charge? Bon courage. Ouf. Voilà. Est-elle là? Ah, elle a perdu sa connexion. Oui, Ah on ouais. a perdu la connexion. Bon, ben, voilà. Ma question a tué la connexion. Bon. Ah, on Bon, a bah, perdu tant la pis. connexion. Bon, on attendra la prochaine fois pour lui poser la question. Elle est au Luxembourg, là? Oui, elle revient. Ah oui. Anne? Bon. Perdu la connexion. Hop. Elle est là, normalement. Oui, elle va entrer. Anne, est-ce que vous nous entendez? Non, Anne, une fois, deux fois, trois fois. Elle juge Bon, ben, ici. bon. Bon. A priori, vraiment, ça passe pas. On fera la Bon. question de plus tard. On y On la retournera plus reprendra tard. peut-être si elle nous rejoint. Voilà. Bon, alors maintenant, il faut passer à Jean-Claude d'Avignon. Alors, Monsieur Ferrandez. Bonsoir, Monsieur Ferrandez. Madame Bourassa. Merci beaucoup pour votre exposé. À quel délai faut-il traiter ces thromboses lymphatiques superficielles? Une fois qu'elles sont repérées, y a-t-il des exercices spécifiques pour ces patientes? Alors, à quelle période faut-il les traiter? On les traite quand on nous adresse les patientes. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. C'est une réponse simple. Il me paraît évident que plus elles auront été identifiées comme étant vraiment des problèmes lymphatiques et plus on nous les adresse rapidement, mieux et meilleur est le traitement, vraisemblablement, parce que moins elles prennent d'extension. Et le but de ce traitement, c'est en fait, c'est très très clair, c'est de libérer l'épaule en post-opératoire pour permettre aux patientes de s'installer confortablement sur la table de radiothérapie. Voilà. Donc ça, je crois que c'est clair. Il y avait une deuxième partie dans cette question, mais mon esprit sénescent a déjà oublié la suite. Il n'y avait que cette... Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques? Ah, exercice spécifique, c'est ce que l'on fait faire, c'est-à-dire qu'on a des techniques pour drainer ces lymphatiques de façon ponctuelle, avec la plume des doigts, on peut les lisser, on a des techniques particulières, mais qui ne peuvent donner de résultats que s'ils sont suivis par des exercices posturaux de mise en tension. Et on voit très très bien dans toutes les études ou dans les cas cliniques qui nous sont adressés
qu'on on gagne beaucoup en quelques 10, 15, 20 minutes, mais que si ce n'est pas suivi par des exercices d'auto-étirement, on perd cette amplitude. Merci. Je remarque quand même que celui qui a sélectionné les questions, c'est à savoir celui qui répond, s'est pris des questions qui lui allaient bien quand même. Hein. Elles sont moins sympas les miennes. Bon bref. Après traitement des thromboses lymphatiques superficielles, peut-on constater parfois au niveau des thromboses lymphatiques des nouveaux, une résurgence à plusieurs semaines, voire plusieurs mois du traitement chirurgical, et quelles en sont les causes? Alors oui, le trouble fonctionnel, la limitation de l'amplitude de l'épaule qui est liée à ces cordons qui arrivent, disparaît après un traitement de kiné, mais ça peut tout à fait réapparaître quand la mise en fonction des duplications, des collatérales qu'il y a entre chaque lymphatique n'est plus fonctionnelle. Et ça, donc, ça peut apparaître pour une surcharge à un endroit, pour un blocage, ça peut apparaître à 2-3 mois de l'intervention chirurgicale, ça peut apparaître même après une chirurgie de reconstruction ou même de la chirurgie esthétique avec des poses d'implants mammaires. Donc, c'est l'histoire naturelle des vaisseaux qui dysfonctionne à nouveau. Merci. Merci. Pouvez-vous réexpliquer ce qui se passe quand on rompt les thromboses lymphatiques superficielles? Et ce que vous entendez par diminution du capital lymphatique, le phénomène de recanalisation? Alors, ce qu'on sait effectivement, c'est que les vaisseaux lymphatiques, curieusement et paradoxalement, parce qu'il y a eu quelques questions là-dessus, ne sont pas du tout des structures qui sont fragiles. C'est extrêmement extensive. C'est des gens qui font du stretching, les étirent à fond, ils sont sur les aponevroses et donc ça signe leur élasticité. En revanche, sitôt qu'ils sont enflammés par une hyperpression, un thrombus ou un processus thrombotique ou un clip mis par le chirurgien, l'inflammation de la paroi rend cette paroi extrêmement fragile et on connaît la fragilité des tissus enflammés, que ce soit au niveau de la paroi du rectum, dans les rectocolites ou dans les tendinopathies, les tendinoses. Hein. Donc, effectivement, ça craque, ça claque, et quand ça se rompt, alors que les vaisseaux lymphatiques restent encore perméables, et les échographies qu'on a pu réaliser montrent qu'il y a encore des images noires, donc encore échogènes, signifie qu'effectivement la lymphe peut transiter encore là-dedans, et quand on rompt le vaisseau lymphatique, eh bien, on fabrique une lymphorrhée, on fait une lymphoragie, une hémorragie lymphatique en quelque sorte, et on retrouve une petite lymphocèle à l'endroit où on a identifié la rupture. Voilà, ça c'est clair. Quant à la notion de recanalisation, ce sont des données très, très récentes qui ont moins d'1 an, puisqu'il y a eu des analyses particulières qui ont été faites sur ces thromboses lymphatiques, sur ces lymphangites inflammatoires non infectieuses, et qui ont montré que les caillots étaient, à l'instar de ce qui se passe dans les pathologies veineuses, avec des thrombus dans les veines profondes, étaient capables pour certains de se recanaliser, ce qui va peut-être permettre de comprendre pourquoi il y a parfois des, entre guillemets, guérisons spontanées sans qu'on ne fasse rien. Mais ça reste encore avec de grandes suppositions. Merci. Si. Je ne comprends pas bien pourquoi, comment des vaisseaux lymphatiques qui sont si fins et fragiles peuvent avoir une résistance mécanique suffisante pour limiter l'amplitude d'articulation puissante comme l'épaule ou le coude. C'est la rétraction, parce qu'en fait, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de ce qui se passe, il y a effectivement un œdème intraluminal à l'intérieur de la lumière des vaisseaux, mais on retrouve un œdème en périphérie et qui se fibrose. Et là, cette fibrose, elle est dure, elle est forcément rigidifiante et limitante de l'amplitude. Merci. Quel timing! On voit qui est chef. Quand même. Je crois qu'Anne est revenue, par contre, j'ai plus sa caméra. Oui, je n'arrive pas à retrouver la vidéo puisqu'on me dit, quand je appuie sur la vidéo, on me dit que l'opérateur a désactivé ma vidéo. Oui, ça nous l'a fait aussi, Anne, au début. Je te rassure, bref, on a eu la pas même grave. chose. Le principal, c'est que vous m'entendiez pour répondre à la question, la deuxième question qui ressemblait tout à fait à la première, qui était en fait, effectivement, comment est-ce qu'on peut contacter les gens? Je continue à dire, je pense que à l'heure actuelle, et c'est pas de la démagogie, c'est que je pense que la situation actuelle de l'hôpital est quand même particulièrement mauvaise, que l'ambulatoire à tout craindre fait que le kinésithérapeute, et mon fils étant kinésithérapeute, j'en parle avec son filial important, devient un maillon fort de la société et qu'effectivement les femmes qui sortent en ambulatoire le soir même, il est vraiment indispensable que les kinésithérapeutes prennent une place
beaucoup plus importante que précédemment dans un accompagnement global. Ce d'autant que, plus de ça, les patientes sont souvent âgées et qu'elles ont des comorbidités dont tout le monde se fout, à part le kiné. Merci Anne. Une dernière question sur les effets secondaires de l'hormonothérapie. Comment peut-on les gérer, la fatigue, les douleurs articulaires, voire des troubles intestinaux? Par quels moyens adaptez-vous le traitement de l'hormonothérapie et les différences avec les anti-aromatases ou stéroïdiens, non stéroïdiens? On est désolé pour le son de Anne qui est un peu haché, hein, mais elle fait ce qu'elle peut. Donc, alors, j'ai l'impression que quand j'arrête la vidéo, c'est mieux. Oui, j'allais te le proposer, Anne. Donc, j'arrête la vidéo, vous m'avez assez vu. Et donc, simplement, ce qui est important pour l'hormonothérapie, c'était deux choses que je proposais. C'est le guide des vrais et des fausses qui est téléchargeable, qu'on a mis dans les références de la nouvelle version du beau livre de Jean-Claude et de tous les participants. Et d'autre part, je proposais à cette personne en particulier de lui donner mon numéro de téléphone pour qu'on en parle plus tranquillement parce que c'était un peu long à aborder. Ce qu'il faut absolument bien comprendre, c'est que, encore une fois, l'hormonothérapie maintenant est prescrite sur le coin d'une table à la fin de la radiothérapie par des gens qui ne connaissent pas grand-chose, alors que c'est compliqué et qu'il n'y a pas de moins en moins cette tendance à avoir une consultation dédiée de l'hormonothérapie. Donc, les gens, ne sachant pas ce qu'ils prennent, ils prennent un comprimé ou ils ont entendu n'importe quoi. Je crois que la première des choses à faire, c'est refaire le point avec eux, leur expliquer le mécanisme qui est bien détaillé dans ce petit guide des vrais et des fausses. Et je crois que quand les gens ils ont compris comment ça marchait, ça va mieux. Pourquoi il y a des arthralgies comme ça chez les femmes âgées ménopausées? C'est parce que les anti-aromatases, c'est le médicament qui supprime, et c'est le seul, totalement les oestrogènes. Ça n'existe pas en physiologie. Il n'y a pas de situation comme ça, il n'y a pas de maladie comme ça. C'est-à-dire que quand vous mettez des anti-aromatases, vous supprimez évidemment sans ovaire chez les femmes ménopausées, il n'y a plus d'oestrogènes. Et les douleurs que certaines femmes ont à la ménopause, qui sont des douleurs d'arthralgie au niveau des articulations, etc., et c'est les mêmes, c'est-à-dire que les oestrogènes ont un rôle trophique et qu'ils ont un rôle effectivement au niveau articulaire, ostéo-articulaire. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça majeure. Donc, premièrement, ostéodensitométrie. Deuxièmement, effectivement, vitamine D. Et j'ai eu cet après-midi une de mes patientes m'a rappelé, sachant que je suis vraiment en exercice, en me disant, mon chirurgien m'a dit après ma mastectomie, massez-vous vous-même parce que de toute façon, les kinés, ils sont toujours un peu violents. Merci. Et d'autre part, pour l'hormonothérapie, écoutez, il faut supporter et puis faites attention à l'ostéoporose alors qu'il faut une ostéodensitométrie, de la vitamine D, essayer de comprendre comment ça marche et rediscuter avec la patiente. Donc, tant qu'on n'expliquera pas aux gens correctement ce qu'ils prennent, moi je suis comme eux, un comprimé, on ne m'explique pas ce que je prends, je le mets à la poubelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne, avec cette communication entrecoupée et liée à des problèmes de technique qu'on ne contrôle pas. Alors, on a le plaisir maintenant de poser des questions à Thierry Marc, qui est un compère de l'école de kiné de Montpellier, ancien volleyeur international, et on comprend pourquoi avec ce bras de frappe, il s'est intéressé aux pathologies de l'épaule quelques années après. J'ose à peine me rappeler l'année où on a passé notre diplôme, c'était au XVIIIe siècle. Thierry, la parole est à toi, tu es interrogé à nouveau. Bonsoir Thierry, je vais commencer par la première question. Merci pour cet exposé très intéressant. Une première question, peut-on récupérer une épaule lorsque nous recevons très tardivement une patiente? Y a-t-il un délai avant de pouvoir faire des exercices avec des haltères et avec quel poids? Bon, mais tout d'abord, je suis ravi de partager cette soirée avec vous. Merci à Jean-Claude. Et j'étais très intéressé par la qualité de tous les exposés que j'ai pu voir. Alors, en ce qui concerne les délais de récupération, la semaine dernière, j'en ai reçu une qui était limitée depuis 10 ans. Et en 2 séances, on a récupéré toute la mobilité. Alors, tout dépend quelle est la cause de la perte de mobilité.
si c'est des cicatrices. Si c'est un simple dysfonctionnement comme elle et comme je vois souvent, ben, ça se récupère rapidement. C'est une composante de rétraction capsulaire, là, il va falloir beaucoup plus longtemps. Donc, tout dépend quelle est la cause. Ça, on le voit au niveau du bilan, mais même s'il y a des rétractions capsulaires, on peut récupérer des années après. Et souvent, les patients n'ont pas été pris en charge pour cette pathologie. Et c'est un peu triste de voir que bon, ben, ils sont bien sortis d'affaires et que leur qualité de vie est altérée simplement parce qu'ils ont les épaules limitées ou quelques douleurs. Ils n'osent même pas en parler souvent parce qu'on leur dit, ben, écoutez, déjà, soyez satisfaits d'être là. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à cette pathologie ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, d'abord, pour reprendre du renforcement musculaire, mais les conditions, c'est d'avoir récupéré une bonne mobilité symétrique et ensuite ne pas avoir de douleur. Il faut rééquilibrer l'épaule, refaire de l'activité type rameur, mais surtout pas les faire travailler avec des haltères. On n'est pas là pour faire de la préparation physique, on est là pour leur permettre de reprendre les activités physiques qu'elles ont envie de faire. Tout à fait, merci. Alors Thierry, j'aimerais savoir le poids des kettlebells utilisés dans la démonstration et jusqu'à combien en cancer du sein vous pouvez aller dans ce genre de mouvement balistique. D'accord, donc ce n'est pas pour toi la question. Non, moi je ne suis que la voix. Hein, je suis une voix. D'accord, bon. Alors, on débute avec des kettlebells qui font 2 kg, hein, mais en fait, la personne si une haltère de 2 kg, ça serait beaucoup trop. Mais là, en fait, on utilise l'énergie cinétique pour travailler la chaîne cinétique, membre inférieur, tronc, membre sup, pour recoordonner tous les mouvements. Et donc, avec un mouvement qui est de bonne qualité, on fait attention à ce qu'il soit bien réalisé, de bonne qualité, 2 kg, c'est léger. Et ensuite, on passe pour les personnes qui ont 50, 60 ans, on peut passer à 4 kg sans aucun problème si le mouvement est bien réalisé. Et toujours pareil, les critères, c'est bonne mobilité et pas de douleur. Merci beaucoup. Alors, une question qui en comporte plusieurs. Comment différencier la douleur neuropathique de l'épaule et faire la différence entre une thrombose lymphatique et une capsulite rétractile? Bon, alors, la douleur neuropathique et la douleur d'épaule, premièrement, c'est à l'interrogatoire qu'on va voir à quel type de douleur on a affaire. Quand c'est une épaule qui fait mal, donc l'espace sous-acromial, la bourse ou les tendons, en général, c'est la bourse, les patients ont mal sur certains mouvements, hein, et donc uniquement quand ils bougent, et c'est très rare qu'ils aient une douleur nocturne, sauf s'il y a une grosse inflammation, mais en général, ils sont venus se faire soigner avant. Dans le cas d'une capsulite rétractile en phase chaude, on peut avoir mal en permanence, donc là, ça sera l'épaule, et ça sera majoré par les mouvements. Par contre, si c'est des douleurs neuropathiques, là, il y a un questionnaire qui peut être utilisé, qui est le DN4, mais en fait, juste avec quelques questions bien ciblées. Donc, est-ce que les patients ont des douleurs à type de brûlure? Est-ce qu'ils ont des décharges électriques ou des sensations anormales, par exemple de froid? Il faut savoir que les douleurs neuropathiques font mal au repos et dans la première partie de la nuit, alors qu'une épaule, quand elle fait mal dans la deuxième partie de la nuit. Donc, rien qu'avec l'interrogatoire, on arrive à bien cibler. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on peut avoir la ceinture et les bretelles, donc avoir une douleur d'épaule et des douleurs neuropathiques. Donc, à ce moment-là, à l'examen clinique, on effectue le test de NIR et de Hawkins. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est on va faire un mouvement comme ça de mise en compression des structures sous-acromiales. Et là, on regarde si le patient, mettons, a une douleur au début de la compression. Une douleur en début de compression, à l'EVA, ça donne une douleur à 3-4. Si la personne vous décrit des douleurs à l'interrogatoire à 8, ben, il y a une partie des douleurs qui viennent d'autre chose que de l'espace sous-acromial de l'épaule. Et à ce moment-là, c'est des douleurs neuropathiques. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une thrombose lymphatique et une capsulite rétractile? Ben, pour moi, les thromboses donnent une limitation dans le sens de la bride, et Jean-Claude peut-être me corrigera là-dessus, alors qu'une capsulite rétractile, c'est une rétraction et une limitation de mobilité dans les 3 plans de l'espace, et le signe pathognomonique de la capsulite rétractile, c'est une limitation de la rotation latérale coude-corps. Et on ne sera pas limité dans le cas de bride, je pense. Tout à fait. Tout à fait. Oui, je confirme que la limitation est dans l'axe de la thrombose et qu'à ce moment, elles deviennent saillantes et cliniquement, elles sont évidentes. Avec un peu plus de difficulté à mettre en évidence chez les personnes qui ont un surpoids ou en obésité, évidemment, elles se noient dans le panicule adipeux.
Tout à fait, mon cher Jean-Claude. Mon cher confrère. La question porte sur des renseignements sur la complication post-chirurgicale avec atteinte du nerf dentelé antérieur provoquant une scapula adapta. Quel pronostic, quels exercices à faire ou ne pas faire et quand les faire? Alors, tout d'abord, c'est une complication qui passe souvent inaperçue par manque d'examen clinique de l'épaule. Donc, c'est assez fréquent. Il y a une étude d'Arnie Ransens qui, sur 119 patientes, en retrouve 10% 50 jours après. Et après, il en persiste 39% des patientes qui sont encore atteintes à 108 jours après l'examen clinique. Donc, les délais de récupération, suivant les séries, et suivant les patients surtout, c'est entre 1 et 24 mois. En général, les patients récupèrent tout. Alors, ces délais, ça dépend du type de lésion qu'il y a eu au niveau du nerf, s'il y a un simple étirement, si c'est un bloc de conduction, si c'est un actinotmésie, si c'est un neurotmésie. Un neurotmésie, ça ne récupérera pas, sauf suture. Mais donc, en général, ces lésions récupèrent. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a récupéré la contractilité du dentelé antérieur qu'on a récupéré une épaule normale, parce que pendant ce laps de temps, souvent, il s'est installé des dysfonctionnements avec des déséquilibres musculaires. Il y a une étude récente qui est sortie là-dessus. Et donc, il faut faire très attention ensuite de bien rééduquer cette épaule pour bien restabiliser le fonctionnement final. Donc, les exercices à faire, je crois qu'il y a une question là-dessus, mais c'est d'abord travailler le dentelé antérieur et pas simplement avec des exercices d'antépulsion comme on apprend dans le testing musculaire, mais surtout dans des mouvements à la verticale parce qu'il a plusieurs faisceaux. Il faut plutôt travailler les faisceaux qui vont orienter la scapula vers en haut et ensuite travailler tous les fixateurs de la scapula. Dans un premier temps, ça peut permettre d'avoir des compensations tant que le muscle n'a pas tout récupéré et ensuite de retrouver une bonne dynamique globale de l'épaule. Les exercices à ne pas faire, mais toujours utiliser des haltères. Voilà. Et leurs facteurs de mauvais pronostic, c'est l'indice de masse corporelle, l'âge et voilà, et on les retrouve en général dans les dissections axillaires et pas dans les ganglions sentinelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Et bonne soirée. On est encore en retard sur le planning, on va continuer. On a une petite chance, c'est que malheureusement, Cécile Charles, qui devait parler de la fatigue, n'a pas pu être là ce soir pour des questions médicales, familiales, donc on en excuse et on espère que ça ira bien pour elle. Elle nous a proposé de poser des questions sur le forum de l'AKTL, on en a parlé, www.aktl.org, et elle y répondra très volontiers dans les jours qui viennent. La communication suivante, c'est notre ami Pierre-Henri Ganchou. Est-ce que je me pose des questions ou pas? Oh, ben non, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Alors, voici la première question, Monsieur Ganchou. Pouvez-vous résumer la kinésithérapie de l'œdème du sein? Si je comprends bien, les brassières compressives, mousse, mobiderme ou tout autre moyen de compression au niveau du sein ne seraient pas efficaces d'après l'étude du présent document. Alors, résumer la rééducation de l'œdème du sein, si je veux mettre le feu au pont d'Avignon, je pense que c'est le meilleur moyen, si ce n'est que c'est une rééducation d'œdème, somme toute, donc qu'il soit d'œdème ou d'œdème pas du sein. Alors, pour revenir vraiment à l'étude, j'imagine que c'est vrai que c'est déstabilisant parce que le fait que ces brassières n'aient pas été plus efficaces qu'un soutien-gorge normal, ça paraît contre-intuitif, mais déjà, de quel œdème on parle? Est-ce qu'on parle d'un lymphœdème installé définitif, ou est-ce qu'on parle d'un œdème post-traumatique, qui est souvent le cas? Et donc, la disparition de cet œdème pourrait assez bien se comprendre dans les deux groupes, de manière analogue. Et le côté désagréable du soutien-gorge compressif peut se comprendre aussi pour la douleur qui serait plus ressentie dans le groupe compressif. Deuxième chose aussi sur l'œdème et sur sa disparition, c'est que on peut aussi envisager que sur 56 patientes, celles qui avaient un potentiel œdème qui pourrait rester étaient peut-être toutes dans le même groupe. C'est une petite étude qui a été divisée avec 28, parce qu'il y en a eu pas mal qui n'ont pas passé le cap de la sélection, et donc c'est difficile de dire ça. Le problème surtout, c'est qu'on n'a pas beaucoup de littérature là-dessus.
et que donc dire exactement ce que ça veut dire, à part dire ça, je ne peux pas dire plus. C'est que ça a été publié et validé, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus de littérature là-dessus. Voilà. Non. Ce qu'on peut peut-être rapprocher à la conclusion de l'étude, c'est que les soutiens-gorge compressifs sont identiques et standardisés, alors que si tout qu'on veut comprimer de manière spécifique à un endroit, il faut que la pression soit plus importante à l'endroit en question. Et s'il n'y a pas de pièces supplémentaires à cet endroit-là, on ne peut pas faire de comparaison sérieuse. Et effectivement, quel type d'œdème? OK. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Qu'en est-il de l'œdème du sein en cours de radiothérapie? Pose-t-on comme question. Quelle technique de kiné à employer? Quel traitement? Local cataplasme, feuille de chou? Voilà, alors, oui, alors déjà, donc je vais vous mettre dans les QIR une recommandation de l'AFSO, si je la retrouve. Normalement, j'ai retrouvé, voilà, une recommandation de l'AFSO sur ce qu'il faut faire dans le cadre des suites d'une éventuelle épidermite. Est-ce que je peux ouvrir? Je ne peux pas le faire moi-même. Bon, dommage, je vais vous le mettre dans le chat alors. Donc, ce sera dans le chat. Voilà, donc ça, c'est la recommandation de l'AFSOS. Sur tout ce qu'il faut faire ou pas pendant une radiothérapie, sur un œdème du sein et sur tout ce qu'on peut mettre dessus. Sur ce qui est des cataplasmes, quels qu'ils soient, et même des cataplasmes à base de feuilles de chou que j'ai découvert, donc merci pour la question, je ne savais pas que ça existait. Je vous déconseille ardemment, on ne met rien sur une peau qui va subir ou qui est en train de subir une radiothérapie qui n'a été visée par l'équipe de radiothérapie. Pourquoi? Parce que tout comme il était assez déconseillé de manger les mêmes laitues qui étaient interdites à Vintimille quand le nuage de Tchernobyl était passé et qu'on avait le droit de les manger à Menton, je vous conseille de ne pas les manger non plus à Menton parce qu'on ne sait pas ce qui est rentré dedans et donc le fait qu'une radiothérapie puisse rentrer dans un produit va considérablement changer la dangerosité de ce produit et peut-être aromatiser certains produits, peut-être changer leur composition et donc les rendre nocifs. Donc on ne met rien sur une peau qui va subir une radiothérapie qui n'a pas été visée par l'équipe de la radiothérapie. OK, merci pour la réponse. Anne Lesur a l'habitude de dire à ses patientes, après la séance de radiothérapie, après, remettez la crème que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous avez démontré depuis de nombreuses années que vous n'avez aucune intolérance à ce produit que vous utilisez quotidiennement. Merci pour la réponse. Question suivante. Apparemment, une patiente opérée depuis 1 an et demi, tumorectomie et ganglion sentinelle, présente des douleurs de type lourdeur au niveau du sein et du bras et présente un manque de force. Est-ce qu'il est possible de lui proposer une rééducation de type musculation sans risquer d'aggraver ses douleurs et sa gêne? Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que même sûrement, en fait, ça va améliorer ses douleurs et sa gêne, de faire une rééducation avec de l'activité physique adaptée. Parce que justement, ce que ça va améliorer, toute cette rééducation et cette activité physique adaptée, c'est l'image d'elle, c'est la qualité de vie. Et c'est cette qualité de vie, c'est lié à cette qualité de vie que la douleur ressurgit dans l'œdème du sein. Donc oui, absolument, c'est une très bonne façon d'améliorer ces symptômes-là que d'aller faire une rééducation qui va chercher à viser la musculation, qui va chercher à réintégrer le sein, le membre opéré dans un schéma corporel normal et dans une activité de sport santé adaptée à la souffrance de la patiente et à ses difficultés, mais en essayant de les améliorer pour justement aller exacerber le geste qui va être problématique dans le sport santé et le travailler dans le cabinet du kiné, par exemple. Merci. Jean-Claude rajoute rien, c'est bizarre. Non, c'est absolument parfait. Dernière question pour toi. Il y a beaucoup de questions en général sur le taping, quelles que soient les pathologies abordées, que ce soit en vasculaire, que ce soit en proprioception, en rééducation, quel que soit, c'est très à la mode. Mais de façon claire, qu'est-ce qui est démontré? Est-ce qu'il y a un résultat particulier qui a pu être mis en évidence sur l'utilisation du tape, de ces sparadraps colorés qu'on mettrait sur le sein en cas d'œdème? Est-ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent là-dessus? Non, pas grand-chose, rien de sérieux, rien d'alerte positif. Les seules choses un peu sérieuses, parce qu'il faut dire que sur le sein, c'est vraiment ce que j'expliquais,
étonnamment, il y a très peu d'études, hein, en fait. Hein. On s'est beaucoup concentré sur le lymphœdème du membre supérieur parce que c'était un symptôme qui était assez significatif, mais l'œdème du sein est quand même très fréquent et très peu étudié. Mais sur le K-taping, je viens de vous mettre un deuxième référence bibliographique que je vous conseille, qui est donc une étude de Maria Torres Lacomba sur l'efficacité du K-taping par rapport à 4 types de bandages utilisés, le bandage multicouche simplifié, le bandage multicouche, un bandage collé simple et un kinésio-taping. Et les conclusions de cette étude sont très claires. Les 3 sont efficaces, et le 4e, c'est-à-dire le kinésio, n'est pas efficace, mais considéré comme plus confortable à porter. Si on imagine ça, que le lymphœdème du sein est un lymphœdème comme les autres, les précautions sont encore plus compliquées à avoir. Pour les précautions de la peau, d'aller coller directement une bande collante qu'on va décoller, recoller sur une peau qui est fragile et qui est trop fine, c'est évidemment voilà, pas, à mon avis, une très bonne idée, avis personnel, mais la littérature ne nous renseigne pas de manière positive là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Merci. Il n'y a plus de questions qui aient pu être sélectionnées. On est un petit peu en retard, on est désolé. On va non pas accélérer, mais passer à la communication suivante, qui est celle de Guillaume Cassignac. Qui adore parler en public. Sur les bandages. Guillaume, bonsoir. C'est toi qui vas présenter ce travail qui, je l'ai reçu ce matin, va être officiellement publié dans Kinésithérapie, la revue de ce mois d'octobre. C'est fait, ouais, c'est fait. Voilà, donc c'est non seulement en ligne depuis le mois de janvier, mais c'est officiellement donc publié dans la revue d'octobre. La parole est à toi et Agnès va certainement t'interroger. Bonsoir Guillaume, merci pour la qualité de ton exposé. Une première question qui t'a été posée, quelle différence y a-t-il entre le bandage en spirale et en semi-spica? Et peut-on conserver un bandage la nuit? Alors, bonsoir à tous, bonsoir Agnès. Et alors pour cette première question, la deuxième partie, peut-on garder un bandage la nuit? La réponse est très simple, oui. Et on va même pouvoir compléter qu'on doit le porter la nuit quand on va être dans une phase d'attaque d'un traitement de décongestion du lymphœdème. Pour la différence après en termes de spiralé et de semi-spica, après c'est une question de technique, de la façon de poser ce bandage, même une troisième technique, le spica. Alors quelle est la différence? Le spiralé, comme son nom l'indique, on l'enroule tout simplement en spirale autour du membre à bander. Donc avec un recouvrement de bande, mettons un tiers, on se retrouve avec 3 épaisseurs de bande sur une zone de peau. Le semi-spica, on complique un petit peu. Au lieu de faire uniquement des bandes qui s'enroulent, on fait une bande qu'on va placer de façon horizontale, donc transversale au membre, et une bande qu'on va mettre oblique, et on alterne horizontale, oblique, horizontale, oblique. En faisant ça, on rigidifie un petit peu le bandage, on augmente le nombre de bandes qui se trouvent au niveau de la peau, et donc on a un effet un petit peu plus compressif. Et du coup, avec le spica, c'est encore pire ou encore mieux, puisque du coup, on passe cette fois une bande en oblique, la deuxième en oblique croisée, et on croise comme ça, donc en épi, finalement, jusqu'à la racine du membre. Et là, on augmente encore, on rigidifie encore plus, jusqu'à des fois avoir des bandages presque plus contensifs que vraiment compressifs. Très bien, merci beaucoup. Une question, comment faire soi-même ou faire à une patiente un autobandage du membre supérieur sans risquer une compression trop forte des vaisseaux lymphatiques? Alors, la question de la pression, de comment je serre ou pas mon bandage, une réponse un petit peu détournée, eh bien, de faire une pression supportable. Après, le risque de compression des lymphatiques, le risque de collaber ces lymphatiques, finalement, c'est presque pas ce qui va le plus nous importer, puisqu'on cherche à avoir une pression homogène au niveau du bras, puisque l'œdème se répartit de façon plus ou moins homogène, finalement, sur ce bras. Donc, on va chercher à avoir un bandage, une pression bien répartie. Je disais un peu en plaisantant, une pression supportable, mais finalement, si on veut que le bandage soit conservé, qu'il soit porté, il faut qu'il soit supportable. Une pression, il faut qu'elle soit aussi suffisante pour qu'elle soit efficace. Donc, je vais faire une belle réponse de Normand, comme on dit, peut-être d'un coup, peut-être d'un que non, un peu serré, mais pas trop.
Plus sérieusement, on a sur les bandes à allongement long, les bandes étalonnées, on a certains repères qui sont imprimés dessus, qui sont sous forme de rectangle quand la bande n'est pas tendue et qu'on peut étirer pour former un carré, voire un rectangle un petit peu plus allongé, mais dans le sens de la bande. Ça peut déjà servir de premier repère sur l'intensité, l'étirement qu'on peut donner à cette bande. Et pour l'autobandage, c'est aussi notre rôle, nous kinésithérapeutes, d'apprendre à nos patientes à comment poser ce bandage ou à montrer à quelqu'un avec qui vivrait notre patient comment poser ce bandage. Il existe même, alors pour les autobandages, c'est vrai que de poser deux bandes, ça peut être un petit peu fastidieux, surtout quand on n'a qu'une seule main pour le poser. Il y a des autobandages qui existent, qui comprennent déjà ces deux matériaux. On avait fait d'ailleurs une étude sur un de ces bandages, le bandage tonique, mais il en existe d'autres, où finalement ces deux matériaux sont dans une seule et même bande, qui est plus rapide et un peu plus pratique à poser. Merci. Tout à fait, merci. Merci pour ça. Il y a peut-être une indication complémentaire, un service à rendre, c'est que dans certains autobandages, et celui qu'on avait essayé, qui était donc le tonique bandage, qui a changé de nom depuis lors, la mise en tension est bridée par des coutures. Donc on ne peut pas aller au-delà d'une certaine mise en tension, ce qui assure une certaine sécurité. Dans tous les cas, tu l'as bien dit, c'est la pression supportable, et la seule personne qui sait ce qu'elle peut supporter, c'est bien la patiente, et elle fera bien ce qu'elle peut supporter. Merci beaucoup pour cette réponse. Agnès? Une autre question. Alors, on en regroupe deux. En fait, une patiente qui aurait un œdème de moins de 1 cm par rapport au côté opposé. Est-ce qu'il faut lui faire un bandage de compression ou lui mettre un manchon? Et de la même façon, existe-t-il une valeur seuil de périmétrie où il est impératif de faire des bandages compressifs en plus du drainage lymphatique manuel? Alors, pour un œdème qui aurait effectivement moins d'1 centimètre de différence par rapport au côté opposé, on ne va pas forcément sortir l'artillerie lourde du bandage, on va aller sur quelque chose de plus confortable, de plus pratique. Donc, on prescrirait d'abord un manchon en complément de nos drainages. Après, est-ce qu'il y a une valeur impérative ? Alors, ça va plus dépendre finalement de la qualité de l'œdème, de la texture de l'œdème, ou finalement sur un œdème qui serait très souple, là aussi on ne sortirait pas forcément l'artillerie du bandage multicouche. Sur des œdèmes plus indurés, là où un bandage permettrait de moduler finalement la pression qu'on mettrait sur cet œdème, voilà, dans cette situation, on prendrait plutôt le bandage. Je ne sais pas si j'arrive à être très clair. Voilà, on tient compte pas uniquement finalement de la différence de périmétrie au niveau du membre, mais aussi de sa texture, de sa dureté, de sa localisation, pour adapter au mieux la compression dont a besoin la patiente. Si Jean-Claude ou quelqu'un souhaite compléter finalement cette réponse. Non. Quand on veut faire un traitement, on ne sait pas s'il faut le lancer avec une patiente, il n'y a pas tellement que la périmétrie ou le différentiel périmétrique qui va intervenir. Certes, dans les petits lymphœdèmes, on part, et c'est une recommandation, ça d'ailleurs, simplement par drainage et manchon. Donc là, c'est quand il y a moins d'1 centimètre ou 1 centimètre d'écart. Il y a effectivement un lymphœdème, il n'est pas cliniquement extrêmement important. On passe directement à la compression par manchon. Et après, à partir de quelle maille, auraient dit les gens qui font de la pêche, à partir de quel différentiel on passe à un bandage, un traitement avec des bandages, c'est une question qu'il faut poser à la patiente. Voilà, tout simplement, parce que c'est bien elle qui saura déterminer l'avantage et l'inconvénient qu'elle va tirer du traitement qu'on va faire et de l'inconvénient, de l'inconfort de ce traitement, le temps qu'on le pratique en général, 2 semaines d'affilée. Henri? Ok. On ne t'entend plus. Je repose des questions parce que oui, la dernière, peut-être. La quatrième. Jean-Claude, excusez-moi, je répondais, parce que je suis comme ça, moi je réponds à tout le monde, je suis comme ça. Donc, puis en plus c'est bien, merci pour cette étude sur les bandages composites. Bon, voilà, j'ai participé, c'est bien. L'utilisation des bandes mobilisatrices type Modiderm petit plot ou grand plot majeure-t-elle la différence de pression sur ce type de bandage, CF mousse au-dessus de la main? Quelle indication de ces bandages composites simplifiés avec une bande d'allongement court ou allongement long
Bon courage pour répondre à tout ça, hein, bon courage. En phase de stabilisation, les deux. Ce bandage vous paraît-il plus pratique pour les patientes dans la pratique de l'autobandage? Voilà, allez, tu as 2 minutes, hein, même pas, c'est 1 minute 30. Bon courage. Eh bien, la réponse est 14, puisqu'effectivement, alors plus sérieusement, pour le Mobiderm, donc c'est un matériau de comblement, donc si ceux qui ne connaissent pas forcément, donc ce sont des petits carrés de mousse, des petits cubes de mousse plus précisément, donc il y a des différentes tailles qui existent et qui sont prises entre deux bandes collantes. Donc c'est un matériau de comblement qu'on peut utiliser de la même façon que des mousses qu'on peut mettre sur le dos de la main, dont je parle par exemple dans la présentation. L'idée, c'est de modifier le rayon de courbure d'une zone anatomique pour mieux répartir la pression du bandage. Alors, de la mousse type NN de chez Tuan, ou du Mobiderm de chez Tuan aussi d'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres laboratoires qui font des choses un peu équivalentes. On va chercher à cibler les zones particulières, donc comme je disais, modifier ce rayon de courbure. L'intérêt des petits plots, c'est qu'on va rajouter un effet massant, presque drainant, sur la zone dans laquelle on va l'appliquer. Alors, grand plot, petit plot, ça peut dépendre aussi de la zone où on le met. C'est vrai que sur des plus petits plots, vont mieux correspondre à des zones anatomiques plus réduites, et les grands plots sur des zones un petit peu plus étalées. Est-ce qu'on majore les pressions? On va les majorer en regard des plots, effectivement, puisqu'on va pouvoir voir une espèce de capitonnage. Quand on enlève le bandage, quand on enlève les matériaux, la répartition de la pression est moins homogène que sur une mousse complète de comblement. Alors, je crois qu'en deuxième question, on avait l'indication des bandages composites. Eh bien, bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Quel type de bandage? Puisqu'effectivement, on parle de ces bandes allongement court, allongement long, un peu en opposition avec les bandages multicouches plus classiques, avec des bandes allongement court. C'est presque une opposition entre le bandage contensif, donc un bandage plus rigide, et un bandage compressif qui va avoir un pouvoir élastique aussi bien au repos qu'à l'effort. Chaque type de bandage a ses indications, donc en termes d'œdème, là où un bandage compressif va avoir une pression de travail et de repos, une pression un peu plus modérée finalement, comparée à une pression de travail d'un bandage contensif. Le bandage contensif, il ne va pas pouvoir s'étirer. Donc sur des pressions de travail, quand je vais faire des contractions musculaires, je vais avoir cette limite externe à ma peau, donc le muscle se contracte, j'écrase mon œdème. Les pressions de travail sont un peu plus importantes, les pressions de repos sont plus faibles, à l'inverse du bandage compressif où j'ai une pression qui va être fournie tout le temps. L'inconvénient, c'est que le bandage se desserrant un petit peu avec ces bandes élastiques, on peut avoir une légère perte de cette pression de travail. Mais c'est globalement mieux supporté que les bandages contensifs. À dépendre, encore une fois, du ressenti de la patiente, de l'évolution de l'œdème, du type d'œdème qu'on peut avoir. Effectivement, il y a une stratégie qui ne s'oppose pas entre les bandes allongement court et les bandes allongement long. Elles ont les unes et les autres des avantages et des inconvénients. Et quand on utilise un panachage et qu'on les associe l'une et l'autre, on associe leurs avantages et on gomme leurs inconvénients. Voilà. Donc, il n'y a pas finalement d'opposition, puisque quand on fait ces fameux bandages qu'on a expérimentés, on est conforme aux recommandations des sociétés savantes internationales comme l'ISL, et on utilise de l'allongement court sur lequel on superpose de l'élastique, ce qui permet de compenser l'inconvénient de l'allongement court, puisque à 1 heure après, on a perdu 25% des